Le thème de ce matin, Mali, les forces antiterroristes soupçonnées d'ingérence dans les manifestations. C'est notre thématique de cette matinée du jeudi. Au Mali, le bilan officiel reste toujours de 11 décès et 124 blessés après les 4 jours de violence dans la capitale malienne. Vendredi dernier, après une manifestation des opposants du mouvement M5, opposant d'ailleurs, il faut le dire, des manifestants investis, des édifices publics et érigés, des barricades dans plusieurs quartiers de Bamako. Plusieurs témoins, associations de défense des droits de l'homme ou partis politiques font état de tirs à balles réelles sur les manifestants. Ils dénoncent l'utilisation de la Força, la force spéciale antiterroriste, dans le dispositif de maintien de l'ordre de ces derniers jours. On parle bien sûr de 4 jours de manifestation. C'est au quartier de Badalabougou que les violences ont été les plus meurtrières, notamment dans la soirée de samedi. Dimanche matin, il faut également le souligner, plusieurs habitants choqués décrivaient la présence d'hommes cagoulés lourdement armés en uniforme noir, certains dans des véhicules banalisés. Eh bien, le mouvement du M5 ainsi que le Parina, un parti de gouvernement, ont dénoncé dès dimanche l'intervention de la Força. On parle bien sûr de la FORSAT, la force spéciale antiterroriste, pour contrôler les manifestations du côté du Mali. Eh bien, le mardi 14 juillet dernier, il y a 48 heures, dans un document confidentiel, la primature a demandé au ministère malien de la Sécurité d'enquêter sur la raison de la présence de la Força dans les quartiers et sur le respect ou non de la procédure. Cette force est née après la signature d'un arrêté par le ministre de la Sécurité sortant, Salif Traoré. Selon l'article 3 de ce texte, cette unité n'intervient que sur ordre du ministre de la Sécurité. Sauf que depuis la démission du gouvernement, le 12 juin dernier, Salif Traoré n'a toujours pas de remplaçant. Toujours selon ce texte, la Força est chargée de lutter contre le terrorisme et aucune autre mission de sécurité ne peut lui être, il faut le dire, assignée. Il faut rappeler que cette force a été créée en 2016 après l'attentat djihadiste du Radisson Blu de Bamako. Elle a reçu d'ailleurs plusieurs formations, notamment de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne, mais aussi du RAID, une unité d'élite de la police nationale française. Selon le FSD, la coalition des partis d'opposition, la Força avait aussi été envoyée à Sikasso le 7 mai dernier, alors que la population manifestait contre les résultats des législatives. 2 blessés, il faut le dire, par balle, avaient été signalés pendant ces manifestations. Donc, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, pour ces 4 jours de manifestation, le bilan reste toujours de 11 décès et de 124 blessés. Que se passe-t-il donc du côté du Mali? Pourquoi est-ce que cette force antiterroriste s'ingère justement dans les manifestations? C'est notre grande interrogation de ce matin. Occasion pour moi de dire bonjour à André Christelle Fanga, qui est tout vêtu de bleu jusqu'à la tête ce matin. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Merci Jocelyn Goss, bonjour. Bonjour aux panélistes que vous avez déjà présentés. Tous mes respects au président Bandakani, que je suis ravi de partager encore le plateau ce matin avec lui, partageant souvent d'autres plateaux et où je suis souvent très édifié et j'apprends beaucoup. Nous sommes à l'école et surtout aussi le patriarche, malgré qu'il ce n'est pas officiel, mais moi je l'appelle comme ça, le patriarche Simo. Vraiment ravi encore de partager votre plateau ce matin. Une proximité avec lui, parce que vous savez, quand vous êtes à l'école de la sagesse, vous êtes à la meilleure des écoles. Et je pense que le patriarche Simo, c'est la sagesse. Parce que j'ai appris un mot un jour, il a refusé d'être ingénieur pour être ingénieux. Oui. Oui. Vous comprenez un peu, refuser d'être ingénieur, ne vous inquiétez pas, on comprend très bien, pour être ingénieux. Donc vraiment, ça a bouleversé ma compréhension, ça a bouleversé mon entendement et j'ai dit, l'Afrique a des choses importantes à apporter au monde et je crois que le patriarche Simo est une illustration vivante de cela. Donc, merci de m'avoir invité pour ce nouveau débat, pour cette nouvelle journée, pour ce jeudi, tout vêtu de bleu justement parce qu'on a espoir que notre Afrique doit briller de mille feux. Elle doit briller justement de mille feux et pendant ce temps du côté de la Côte d'Ivoire, nous allons saluer nos téléspectateurs, ils sont très nombreux, même si quelque part, il y a également certains d'entre eux qui envoient des menaces à nos panélistes. C'est le cas d'ailleurs avec André Christelle Fanga, qui a reçu des menaces venant d'ailleurs de la Côte d'Ivoire. Et j'écris d'ailleurs, il faut préciser, il dit, et d'ailleurs, le monsieur se cache d'ailleurs un pseudonyme, il s'appelle Bamba. Nous allons fermer ta gueule par tous les moyens. Tes injures aux défunts de notre Premier ministre et notre frère seront dans ta vie la chose la plus amère. Tu insultes aujourd'hui, mais tu ignores demain. Nous irons te chercher par tous les moyens.
en Afrique. Ça, il faut le préciser également. Ils ont commencé par dire « Tu ne connais rien sur la vie politique de mon pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que tes amis parfaits. Et Tatsinda, vous êtes nuls et médiocres. » C'est ce que Mbabamba a écrit, et bien sûr, de la Côte d'Ivoire. On espère tout simplement qu'ils nous suivent ce matin et qu'on va bien comprendre que nous sommes en Afrique. Notre vœu le plus cher, c'est que toute l'Afrique se réveille. Président Barakani, revenons justement à ce sujet qui nous intéresse ce matin. Comment est-ce que les forces antiterroristes formées par la France peuvent s'ingérer dans des manifestations qui ont duré 4 jours du côté de Bamako, précisément au Mali? Permettez-moi d'abord d'apporter toute ma solidarité à mes compagnons de lutte qui sont menacés, qui reçoivent des menaces, qui pour l'instant sont des menaces virtuelles. Donc, on ne va pas aussi faire beaucoup de bruit dessus, mais je voulais apporter tout mon soutien à... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois où nous sommes habitués. Voilà, Fanga, à Parfait, Tassinda et tout ça, qui ont été menacés. Bon, il faut simplement dire que c'est la conséquence de l'ignorance. C'est la conséquence de l'inculture politique. C'est la conséquence de la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique. Je veux faire le lien avec le Mali, de l'Afrique. C'est-à-dire que certains Ivoiriens ne comprennent pas que nous sommes Ivoiriens. Que les histoires de Camerounais, d'Ivoiriens, de Maliens, tout ça et consorts, si ça a un sens du point de vue formel, mais constitue une insulte à la mémoire historique de l'Afrique, constitue une insulte à l'humanité des Africains. Nous avons subi les mêmes épreuves et nous continuons à les subir. Quand on prenait les gens pour être esclaves, on ne cherchait pas à savoir si tu étais Ivoirien ou Camerounais. On voulait savoir si tu étais fort. Oui. Si tu avais la peau noire et fort. On s'en fichait. On ne triait pas. Pareil pour la colonisation. Nous subissons les mêmes épreuves aujourd'hui. Vous croyez que lorsque les illuminatistes et tous ces voyous-là qui veulent détruire le monde entier, quand ils font leurs calculs, quand ils font leurs projections financières, mysticos, de sorcellerie et tout, ils cherchent à savoir si c'est un Ivoirien, si c'est un Malien. Comment on va faire pour que les gens, certains comprennent que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont les problèmes du Cameroun, que les problèmes du Cameroun sont les problèmes de la Côte d'Ivoire, du Mali et ça s'appelle panafricanisme, ça s'appelle africanitude, ça s'appelle... C'est-à-dire que l'âme de l'Afrique, c'est de cela qu'il s'agit, avant de penser à toute l'humanité. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je fais ça parce que, face aux menaces, nous faisons de la pédagogie. Et les faits nous donnent toujours raison. Justement. Les faits nous donnent toujours raison. Donc, ça n'est pas devenu au cas malien, c'est la même chose. C'est-à-dire, le problème du Mali actuellement, c'est quoi? J'appelle ça, dans mon jargon, l'électoralisme. C'est quoi l'électoralisme? C'est de faire croire aux populations que les élections sont l'enjeu majeur de leur vie. C'est-à-dire que dans un pays, quand il y a élection, du moins régulièrement, le pays se porte bien et que ces problèmes sont résolus. Or, nous l'avons toujours dit, l'Afrique, tous les pays africains, et surtout les pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les élections, c'est vraiment... n'apporte rien à ces pays-là. Je dis rien. Depuis bientôt 25 ans, 30 ans, 35 ans déjà, ça ne crée que des problèmes. C'est-à-dire, à l'issue de chaque élection, il y a des problèmes. Pas parce que le pouvoir triche ou l'opposition veut gagner. Simplement parce qu'on a évacué les vrais débats. C'est-à-dire que, je veux dire quoi? Pour que dans un pays il y ait élection, mon cher Jocelyn Goss, oui, il faut que vous ayez d'abord une véritable classe politique. Écoutez-moi bien. Une véritable classe politique. Que votre pays soit en mesure de déterminer lui-même ses enjeux historiques, lui-même d'abord. Oui. C'est-à-dire que voici ce qui est bon pour nous. Et qu'il y ait des peuples conscients de leur destin. C'était moi un seul pays africain où les critères que je dis là sont réunis. Et on vous parle d'élections dans ces pays-là. Et chaque fois, ce sont des guerres. Ce sont des affrontements. Et derrière ces affrontements, les vrais patrons sont là pour arbitrer. En l'occurrence, la France, qui actuellement n'est que le jouet des multinationales internationales, des prédateurs, des forces politiques internationales, coiffés par les Illuminati, c'est-à-dire ceux qui contrôlent tout l'argent du monde. Donc le Mali, c'est ce que le Mali est en train de vivre. Cet affrontement électoraliste de bas étage, qui oppose M. Ibeka, qui lui-même est indéfendable. Parce qu'il est arrivé au pouvoir comment? Par le biais de l'électoralisme. C'est-à-dire, il accepte d'être porté par les chars français. Sachant qu'à l'époque, son pays est à terre. Et que lui-même a contribué à mettre son pays à terre. Parce qu'il fallait à tout plus faire partie
Toumani Touré lui-même à l'époque. Amadi Toumani Touré. Lui-même n'a pas été sérieux lui-même, Toumani Touré. Donc la chaîne remonte très loin. Et monsieur Ibeka a fait croire aux Maliens que non, si je deviens président, le Malien est sauvé, ces problèmes sont résolus. Et là, arrive au pouvoir sans mettre sur la table les vrais problèmes de ce pays-là, qui ont commencé depuis la colonisation française, depuis l'assassinat de Modibo Keïta, qui se sont aggravés, n'est-ce pas, sous monsieur Amadi Toumani Touré, à cause des manœuvres de Areva dans la sous-région qui veut confisquer toutes les ressources de la sous-région, qui fait croire qu'on peut trouver l'uranium au Niger sans en trouver au Mali, qui fait croire que les ressources de sous-sol qu'il y a au Niger n'existent pas au Mali, alors que c'est réel. Et quand on trouve ces ressources-là, il faut diviser le Mali en deux. Il faut que la partie nord du Mali soit séparée du Mali pour, c'est-à-dire que pour créer un État fantomatique dans la sous-région qui permet à Areva, n'est-ce pas, de confisquer toutes les ressources stratégiques qu'il y a dans cette région-là, pour ne parler que de cela. Et pour ça, on va instrumentaliser les Touaregs, n'est-ce pas, la question Touareg, on va les instrumentaliser, on va les manipuler, on va les transformer en terroristes. Au point que certains soient reçus à l'Élysée par M. Sarkozy en son temps. Ce qui va déboucher sur le coup d'État de M. Sanogo. Depuis ce jour, le Mali est instable. Donc, l'incapacité de la classe politique malienne à prendre en charge les véritables problèmes du Mali est à l'origine du chaos qu'on est en train de voir là au Mali. Oui. Donc, je ne suis pas en train de justifier l'intervention du Forçat. Les forces terroristes n'ont pas à intervenir dans les manifestations. Ce n'est pas leur rôle. D'ailleurs, elles ont été créées pour gérer le terrorisme. Pas pour aller tirer sur les manifestants. Au cas où c'est avéré. Ça c'est con. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est ça le vrai débat. C'est pas ça. Si l'opposition aujourd'hui prend le pouvoir, comment elle va gérer la situation? Ouais, qu'aujourd'hui au Mali, et ça c'est depuis le coup d'État, la France a réussi à créer quelque chose au Mali. C'est que le vrai débat qu'il doit avoir au Mali n'a pas lieu. Ouais, aujourd'hui au Mali, on parle, tout l'enjeu pour lui c'est l'unité du Mali. On dit l'unité du Mali comme ça à l'air. Alors nous parlons. Paris a fait de Gao sa capitale malienne. Gao. C'est-à-dire, au point où M. Macron a reçu Ibeka, l'a forcé de quitter Bamako pour aller être reçu par M. Macron à Gao. Nagant non seulement le peuple malien, mais tout le peuple africain. Nagant. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est la France est au cœur de ce conflit. Elle est au cœur parce qu'elle sous-traite, elle est que la sous-traitante des dynamiques de ces multinationales dont Areva, et d'ailleurs, il y a un gros scandale qui couvre aujourd'hui Areva. Un gros scandale. Alors j'y reviendrai. Où, n'est-ce pas, Areva, justement, avec l'Auvergeon, elle était encore à l'époque, un gros scandale qui implique l'ancien Premier ministre français et M. Macron, qu'on est en train d'étouffer. Donc, vous voyez que les enjeux sont clairs. Donc, nous disons ceci. Le Mali a besoin d'une classe politique qui se réconcilie avec les enjeux de ce pays. Ce n'est pas seulement l'unité, la maîtrise de ses ressources. Pour que le pays ait de l'argent. Et qu'on distribue ça aux populations. En termes d'eau potable, en termes d'infrastructures scolaires, en termes de routes, en termes de bostage de l'agriculture, en termes, bref, de bien-être. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que la pauvreté au Mali, qui explique aussi, en partie, ce qu'on est en train de voir au nord du Mali. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que, comme je l'ai dit, Areva, le franc CFA, prive l'État malien des ressources qu'il aurait pu accumuler pour partager et mieux asseoir son autorité. Mais l'État malien n'a pas ces ressources-là. Au lieu que les hommes politiques maliens, la société civile malienne, prennent ces problèmes en charge, comme le fait l'imam Diko, que pour une fois je salue. Parce que lui pose carrément le problème sur la table. Il dit qu'il n'est pas question de faire partie Ibeka pour le remplacer par un autre Ibeka. Que la France doit quitter le Mali. Bakan doit quitter le Mali. Il pose, lui au moins il essaie de faire ça. Mais pourquoi la classe politique malienne ne peut pas fusionner avec, n'est-ce pas, cette société civile dynamique-là pour créer une nouvelle donne qui va mettre au cœur des enjeux politiques la défense des intérêts du pays, pas l'enrichissement d'une certaine élite politique. Donc c'est cela qu'il s'agit. Et du coup, donc, dès que le président est en situation difficile, l'autre parti politique du pays, l'opposition, fait de la surenchère. Là maintenant c'est de la surenchère. Je ne veux pas justifier ce qui se passe, il faut dire que Ibeka, moi je ne le défends pas. Parce que quand Ibeka arrive au pouvoir, nous l'avons interpellé, et je parle devant le contrôle de mon ami Simon, nous l'avons interpellé sur d'autres points, lui dire que voilà ce qui va t'arriver. À l'époque, des Maliens appelaient pour nous insulter, comme font certains Ivoiriens pour menacer les panélistes. Mais nous les avons prévenus que voilà ce qui va arriver chez vous. Les Français vont créer une base militaire.
les Français vont vous faire ceci, et votre classe politique est corrompue. Voilà ce que vous arrivez. Ils n'ont pas écouté. M. Ibeka est arrivé au pouvoir sur les chars français en se vantant. Il s'est vanté qu'il dit que vraiment il est arrivé au pouvoir à tout prix. Donc aujourd'hui, je ne veux pas me plaindre de ce qui lui arrive, mais je pleure sur le Mali. Est-ce que les Maliens... Et sur les Maliens justement, voilà, qui souffrent aujourd'hui. Oui, est-ce qu'ils vont comprendre ces vrais enjeux? Donc, nos positions doivent être claires. Je condamne, si c'est avéré, l'intervention de forces antiterroristes dans la gestion des manifestations. Ce n'est pas normal. Et en même temps, je dis, si vous avez admis que M. Ibeka a été élu la dernière fois, mais respectez. Respectez justement son mandat. Respectez son mandat. Qu'il termine et qu'on voilà. va Il faut profiter d'une situation pour vouloir faire un coup d'État, n'est-ce pas, au président. D'autant plus que ceux qui veulent le remplacer ne sont pas mieux. Ne sont pas mieux. Simo, ils étaient des milliers d'ailleurs le 11 juillet dernier à répondre à l'appel du mouvement du 5 juin. Leur mot d'ordre, c'est tout simplement de dire à Ibeka de déposer le tablier et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Est-ce la force? Est-ce le désordre? Est-ce tout simplement le chaos qu'on est encore en train de chercher quand on sait pertinemment que le Mali vit justement le chaos depuis de longues années aujourd'hui? Monsieur Ngo, je voudrais rappeler qu'il ne faudrait pas qu'on remplace une porte par une fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chasser Ibeka, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas qu'on confonde l'arbre et la racine. Oui. Parce que si vous voulez détruire un arbre et vous coupez les branches et le tronc, vous laissez les racines, l'arbre va pousser et rien ne va changer. Et on va retrouver les mêmes branches, les mêmes troncs et les mêmes fruits. Il faut couper. Quand on veut détruire un arbre, on le détruit par les racines. On fait tomber. On le déracine carrément. Voilà. Donc, la racine ici, attendez, c'est la France qui fait tout au Mali. Oui. On a vu à Gao, dans le nord du Mali, comment les Français font extraire le diamant et l'or au vu et au su de tout le monde. Alors quand des gens de la société civile se lèvent, je soutiens absolument l'imam qui veut... Mahmoud Dicko. Oui, qui veut faire partie de la France. C'est très très bien. Mais il faut se concentrer sur cette bataille. Qu'on laisse Ibeka, parce que Ibeka, ce n'est qu'une fenêtre, c'est même pas la porte. Il faut faire partir la France totalement. Si on se battait comme ça pour aller dans les bases françaises, leur dire foutez-nous le camp, moi ils auraient mon soutien total. Le drame, c'est que malheureusement, nos intellectuels africains sont des prostituées économiques, politiques et spirituelles. Chacun veut se vendre sur le plan économique, sur le plan politique. C'est celui qui va offrir plus de possibilités aux Français qui veut se faire voir par cela. C'est celui qui veut prêcher la Bible que les autres ont en place, plus que les autres, pour se faire voir, pour avoir le soutien. C'est celui qui veut dire qu'il soutient politiquement. Est-ce que Mahmoud Dicko ne serait pas justement dans cette mouvance-là? Je ne vais pas juger les gens. Je fais une analyse froide. Je peux me tromper. Mais cependant, la réalité dans tous les pays africains, on se rend compte que tous les intellectuels, je préfère les appeler tous les intellectuels parce qu'ils ne sont pas intellectuels. C'est les intellectuels. Oui, parce que quand vous venez dans un pays, vous êtes au sommet et que vous écrasez le peuple. Mais attendez, vous n'êtes pas un intellectuel. Vous êtes un intellectuel parce que vous faites mourir des milliers d'Africains. Pour rendre service à la France, pour rendre service aux Occidentaux. Parce que quand vous voyez comment Banakan l'a si bien dit, quand Ibeka est arrivé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné comme nom? Tous les noms d'oiseaux, on a hérité. Malheureusement, c'est un héritage qui me passe sur la tête. Mais la vérité, aujourd'hui, c'est que le nez est sur la face et le nom derrière la tête. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il faut absolument, si on veut être libéré, chasser la France, l'Afrique. Les bases militaires font quoi en Afrique? En Afrique, ils ont actuellement 8000 soldats français dans toute l'Afrique. Oui. Ces 8000 soldats sont payés comment? Simplement parce que c'est la France qui détient le porte-monnaie des pays africains où il y a leur base militaire. Si on les payait en euros, la France serait incapable de donner 100 euros à chaque soldat en Afrique. Malheureusement, c'est les chiffonneries qu'on appelle le franc CFA qu'on fait à Chamalière. On peut tirer des milliers de papiers pour aller aux toilettes et balancer en Afrique. Ça devient une monnaie et on entretient les bases militaires françaises. On entretient la rébellion, on ventile les armes et tout. Et on crée des trucs comme ça là pour prétendre qu'on veut absolument chasser Ibeka, qui n'est qu'un pion de la France. Donc pour moi, il faut que la bataille soit concentrée sur les bases militaires françaises et sur la France. Banakane a dit quelque chose de tellement important. L'histoire de ce monsieur, de ces Français qui prétendent que nos objets d'art, ils ont fait ça dans l'eau, dans l'air et qu'on ne peut pas les entretenir. Attends, ça vient d'où? Non, c'est justement la grande interrogation. C'est la suite de tout le banditisme organisé par la France pour pouvoir
aviler et maintenir les Africains dans l'esclavage. Et je voulais rappeler une chose. Comme il a si bien dit, quand on prend les Noirs, on ne demande pas que tu viens de quel pays, on ne demande pas que tu viens de quel pays, on prend le Noir. Point. On prend le nègre. On ne demande pas tu es musulman, tu es catholique, on voit tu es noir, tu es capable d'aller en brousse pour travailler dans nos champs. C'est terminé. Le reste, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut qu'on mette un terme à cette histoire. On le dit depuis au moins 10 ans. On a mené des batailles avant les 10 années pour dire non, mais personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, malheureusement, dans tous les pays africains, ça commence progressivement à se mettre en place. Les structures commencent à se mettre en place, même si elles sont un peu boiteuses, mais on ne commence pas à marcher en courant. Il faut d'abord ramper. On a au moins le mérite de voir comment. Donc voilà au moins autant de choses qui nous font plaisir. Donc finalement, il faut pour moi, Oui. le vrai problème c'est que, excusez-moi de le dire encore une fois, l'Union africaine ne joue pas son rôle. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine devrait mettre en place une école panafricaine interarmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Une école militaire interarmes, pourquoi? Parce que si on met en place une école Militaire interarmes, oui. les officiers des états-majors vont se former là-dedans. Il y aura une certaine synergie et on a fait des militaires dans chaque pays qui ne dépendent pas de ces pays. Et vous allez voir comment l'Afrique va s'éveiller parce que ils vont assumer. Et là, dans des pays, on va fabriquer les armes, on va fabriquer les munitions et tout. On ne va plus dépendre des autres. Cette dépendance fait en sorte que nous soyons nuls sur tous les points. Et on ne peut que subir au lieu d'anticiper sur les événements. Voilà la solution. Je pense que l'Union africaine, si elle existait, parce que si cette Union africaine n'était pas entretenue par l'Occident, on serait libre. Malheureusement, c'est la main qui donne, qui ordonne. C'est la main qui ordonne, en tout cas, qui ordonne. André Kisef, quand les manifestants accusent, il faut le dire, hein, Ibrahim Boubacar Keïta du recul, en tout cas, de la croissance économique et de il faut le dire, de la persistance de l'insécurité face aux attaques djihadistes. Mais nous savons, vous et moi, que depuis la nuit des temps, que dans le nord du Mali, il y a les militaires français, il y a la force Barkhane. Il y a l'ONU. Il y a l'ONU qui est là depuis de longues années, mais on parle quand même de terrorisme sur le sol malien. C'est comme si il n'y avait pas de militaires étrangers qui étaient là pour défendre justement le sol. Alors, ils sont là pour défendre entièrement et totalement leurs biens. Vous connaissez la technique de la terre brûlée? La technique de la terre brûlée. Justement. Voilà. Et je pense que c'est la technique de la terre brûlée que nos amis français sont en train d'utiliser au Mali. Parce que c'est quand même inadmissible. Il y a quand même d'abord eu l'opération Serval, opération Barkhane, on a vu MINUSMA, MINUSCO, tous ces appellations qu'ils ont... La MINUSMA du côté du Mali, voilà, la MINUSCO du côté de la RD Congo. Et tout ça. Donc, vous comprenez qu'en réalité, s'il fallait sécuriser un territoire, le territoire qui devait le plus être en sécurité, ça devait être ce territoire-là. Parce que quand même, dans ce territoire se trouvent près de 8000 militaires français depuis au moins une dizaine d'années. Ça, de manière officielle, ça fait 6 ans. Mais je crois qu'ils sont là depuis longtemps. Ça fait au moins 60 ans qu'ils sont là. Ne Donc vous inquiétez pas pour ça ça. fait plusieurs années qu'ils sont là sur Des place. décennies. Alors, ça n'empêche pas que l'Azawad, avec ses plusieurs manifestants, ses démembrements et tout le reste, continue à semer la terreur dans le territoire malien. Et plus grave, vous savez que le Mali est divisé où l'armée régulière malienne ne peut pas arriver parce que la France vous dit non, restez là-bas, nous on surveille les djihadistes, alors qu'en réalité, c'est la France elle-même les vrais djihadistes. Parce que posez-vous la question, le Mali, dans cette opération, la France dépense environ 1 million d'euros jour. Vous imaginez en 5 ans ce que ça peut donner comme argent. Vous aimez tellement les Maliens que vous êtes prêts à dépenser 1 million d'euros jour. Pendant 5 ans, vous aimez tellement les Maliens. Ce n'est pas petit argent, hein. C'est beaucoup d'argent. On n'investit pas pour perdre. Hein, écoutez, je suis en train d'arriver. Vous comprenez que... Il plaît dans le français. Donc, vous comprenez que, en réalité, s'il fallait faire terminer une guerre, ou bien des djihadistes, quand même la France, j'ai vu quand même le 14 juillet, par accident, parce que ce n'était pas un événement que je devais me consacrer à voir ou bien me concentrer à voir par accident, et ils vantaient le matériel militaire français
qu'ils ont conçu les hélicoptères Phacochets, les hélicoptères Crocodile, les hélicoptères... tout l'armement français, ils s'en vantaient. Alors, tout cet armement-là qu'ils se vantent avec, ils ont utilisé une grande partie au Mali, ils sont en train d'utiliser une grande partie au Mali. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini des gens qui ont des tchakas aux pieds, qui ont je ne sais pas quoi, qui ont des turbans, des fléchettes. Ils n'ont pas encore terminé avec eux, ils sont toujours là. Donc vous comprenez qu'en réalité, on est dans une opération de grand bluff. Opération de grand bluff de la France, qui veut nous faire croire que non, ils sont là pour la sécurité des Maliens. Ils sont tellement très forts. Non, alors qu'en réalité, ils sont là pour creuser, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des militaires, mais c'est des ingénieurs habillés, ingénieurs, vous appelez ça quoi, miniers, habillés en soldats, qui sont là uniquement pour creuser, pour recueillir l'or, le diamant, et permettre, sécuriser cet espace pour que Areva, comme l'a bien dit le président Bandakani tout à l'heure, pour que les sociétés françaises comme Areva continuent à exploiter, parce qu'on n'a jamais dit aux Maliens qu'actuellement on exploite l'uranium là-bas. Parce que c'est exploité de manière barbare, illégale, parce que Areva ne veut rien payer. Parce que si au Niger, il exploite d'abord à un franc symbolique, donc, ils profitent où l'armée française s'est bien installée, qui sont des rebelles, parce qu'il faut se le préciser clairement. C'est l'armée française qui est l'organisateur de la rébellion. Elle-même, elle est la rébellion. À ce niveau-là. Donc, quand nous regardons toutes ces manifestations, ce n'est que des petites manipulations. On emploie la technique de la terre brûlée pour que davantage la France puisse mieux s'installer, parce que bientôt là, M. Casse-Tête, Premier ministre français, avec le ministre des Relations étrangères françaises, ou bien avec le ministre de la Défense, vont te sortir un communiqué là bientôt pour dire que non, à cause de l'insécurité, on va encore ajouter des soldats au Mali pour essayer de sécuriser, parce qu'en réalité, M. Ibeka a échoué dans les promesses qu'il a faites à la France. Maintenant, on commence à trouver qu'il faut trouver un nouveau homme pour le Mali. Oui, il a promis. Et vous savez que lui-même, c'est un ancien trafiquant d'armes, M. Ibeka. Vous connaissez ses relations avec Dassault, le français, le vendeur d'armes. Donc, vous comprenez qu'en réalité, des contrats ont été signés pour qu'à la fin, il puisse les obéir. Aujourd'hui, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté, pourquoi? Parce que vous avez un territoire, le G5 Sahel, qui est là, qui n'arrive pas à se mouvoir. Ça fait des années qu'on en parle, mais malheureusement. On a un territoire qui aujourd'hui, qui était en sécurité. Vous allez retrouver que hier, le Burkina Faso était un pays vraiment des hommes intègres, propres, il n'y avait pas de problème. Parce que le chef bandit de la rébellion était encore au pouvoir au Burkina Faso. Mais dès qu'il est quitté au pouvoir, je parle de M. Blaise Compaoré. Nous vous comprenons très bien. Je ne sais pas, il est devenu ce que Ouattara aussi est devenu. Il est devenu ambassadeur. Donc, c'est entre eux là-bas. Ambassadeur de Côte d'Ivoire. Vous comprenez que ces gens, ces noirs à la peau blanche, vous comprenez un peu. Vous êtes revenu justement avec les nègres de maison, les nègres de... Bien sûr. Donc aujourd'hui, on travaillait pour déstabiliser certains États. Aujourd'hui, ça les rattrape aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il faut véritablement que les gens, nos intellectuels, nos intellectuels essayent de penser que la population souffre. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le pouvoir pour venir mater le peuple en introduisant dans les manifestations normales qui sont le vœu de tous les citoyens d'avoir une certaine liberté de manifester. Pas pour casser, vous comprenez un peu, de dire leur ras-le-bol par rapport à une certaine situation. Et que vous introduisez des forces spéciales qui sont là pour l'antiterrorisme, qui sont là pour les grandes opérations. C'est comme vous prenez le billet et vous, quand les gens sont en train de marcher pour le pont au marché central, vous envoyez le billet mater les gens. Donc, écoutez, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous pensons qu'aujourd'hui, et d'ailleurs je crois qu'il faut que Eneo s'apprête parce que ça va chauffer, ça va barder. Oui, parce que ce qu'ils font là, ça va barder. Donc, on a
des situations qu'il faut régler dans notre continent. Et le Mali est une illustration justement de ce manque de patriotisme-là de certains qui pensent que obéir aux ordres du Quai d'Orsay est plus important que de donner de l'eau aux populations. Et aujourd'hui, ça leur attrape. On est obligé d'utiliser toutes les manières pour essayer de rester au pouvoir, alors que la France est derrière en sous-bassement pour dire que allez-y, parce qu'en réalité, elle ne veut pas que le Mali soit, parce que quand même, vous prenez, il y a de cela, ça fait déjà plus de 10, 15, 20 ans que le Mali est toujours en insécurité, succession de coups d'État, les guerres un peu de partout, donc vous comprenez qu'en réalité, il y a quelque chose. Monsieur Dicko a un combat noble. La France. Le problème n'est pas Ibeka. Le problème n'est pas l'opposant là s'appelle comment Souleymane Cissé. Le problème n'est pas tous ces opposants ou tous ceux qui sont en prison ou bien tous ceux qui ont été envoyés en prison et tout le reste. Non. Le problème, c'est pas eux. Le vrai problème du Mali et de la CEDEAO et de la CEMAC, c'est la France. C'est le vert, le bleu, blanc, rouge. Vous comprenez un peu? Ce pays est maudit. Et chaque fois que la France touche quelque chose, cette chose la pourrit. C'est clair. À chaque fois que la France a atterri dans un pays ou bien a apporté un projet, ce projet n'a jamais réussi. Il a fallu toujours que les étrangers... La France n'a jamais gagné de guerre. Et ils sont jaloux du titre de maréchal du président Idriss Déby. Mais la France a gagné quelle guerre? Si un seul instant, De Gaulle n'était pas venu ici au Cameroun chercher des soldats, que ça soit malien, que ça soit sénégalais, que ça soit camerounais, et tout. Hein? L'homme l'avait mangé d'abord. Ouais, parce qu'il avait faim. Être habillé d'abord. Mais, donc vous comprenez que... Avant qu'on le trouve des soldats. Donc aujourd'hui, vous comprenez qu'en réalité, on a fait un travail énorme pour la France. Et ce n'est pas... Et c'est pour ça que je rejoins les Ivoiriens. Ils ont fait un chant très important. Vous comprenez un peu? Un chant qui disait... Il disait, on a défendu leur pays, n'est-ce pas? On a défendu leur pays. Ils nous ont appelés tirailleurs, n'est-ce pas? Mais à la fin, c'est sur les enfants des tirailleurs qu'ils ont tiré. Donc, vous comprenez un peu? Oui. On a défendu leur pays. On a fait la guerre pour eux. On a libéré leur pays. Parce que c'est les Noirs qui ont libéré la France. Ça, il faut se le dire. Il faut crier très haut. Monsieur De Gaulle venait au Cameroun pour se suicider. Il venait, c'était son dernier espoir. Donc le De Gaulle que la France déifie aujourd'hui fait croire que non, c'est le meilleur combattant du monde, c'est le meilleur guerrier, c'est lui qui a libéré la France. Non, monsieur. C'est quelqu'un qui venait se suicider, qui a reçu un peu d'encouragement, on lui a donné un peu de nourriture, on l'a habillé, on lui a donné des moyens. On a donné des hommes pour arriver à libérer la France et c'est sur les enfants des tirailleurs qui sont en train de tirer. Ils sont justement venus pour tirer. Il faut préciser par ailleurs qu'on va revenir d'ailleurs sur une très grande émission sur ce sujet. Ce sera justement le 27 août prochain pour nous rappeler justement de cette fameuse date du 27 août 1940 sur le sol camerounais, de ce que De Gaulle est justement venu faire sur le sol camerounais. Et nous aurons justement une édition spéciale sur ce sujet pour dire haut et fort qu'il faut préciser par ailleurs que cet homme qu'on appelle De Gaulle avait été condamné à mort, humilié d'ailleurs à Londres, où les Américains ont joué la carte de l'amiral Darlan, puis celle du général Giraud, chassé de Dakar où il a tenté de débarquer. C'est à Douala, devenu la capitale de la France, libre, que De Gaulle reprend justement l'espoir. On en parlera justement en août prochain dans notre édition de DBS Matin. Eh bien, il y a également le docteur Louison Essoma qui nous a rejoint, un peu en retard, mais bon, il est là quand même. Il a fallu braver la pluie. Et le mauvais temps. Et le mauvais temps, justement, pour être là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, c'était un plaisir. Je salue avec respect les autres copanélistes. J'espère qu'ils ont déjà davantage éclairé la lanterne. Moi, je vais que ramasser les points et les virgules. Justement, puisque vous êtes là. Comment dire, la pertinence du président Bandakani et bien d'autres. Donc, j'espère que les téléspectateurs ont déjà bu du petit lait. Et ils ont déjà bu du petit lait, puisque vous êtes là. On commence également par vous, pour votre première prise de parole, puisque le temps nous est imparti. On n'a plus que quelque chose comme 40 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Oui, ça passe très vite, Simon. Vous n'avez pas besoin de regarder votre montre.
Les gars, d'abord, je ne peux pas changer le temps. Vous ne pouvez pas changer le temps, ça passe souvent très vite. On parlait justement de Ibrahim Boubacar Keïta. Je posais la question, vous qui êtes justement enseignant de droit, est-ce que la présence militaire française n'est pas une épée de Damoclès sur la tête, il faut le dire, de IBK? Bien entendu, au-delà de cette présence, il faut pouvoir noter que le climat en lui-même, au sein de ces pays, est déjà délétère. Vous voyez, au-delà de cette ingérence, vous savez que le Mali aujourd'hui traverse un moment compliqué de sa vie. On voit d'abord l'arrestation de Soumaïla Keïta, le leader farouche de l'opposition au Mali, qui a été enlevé jusqu'ici. On ne sait pas où il se trouve. Il y a la Cour constitutionnelle qui n'a pas véritablement joué son rôle de garant de la régulation du jeu démocratique et du processus électoral. Vous avez également lui-même Ibrahim Boubacar Keïta qui a joué un rôle trouble au niveau de la représentation, au niveau du Parlement malien. Donc tous ces éléments associés avec justement cette crise sécuritaire qui monte en puissance, qui davantage déstabilise l'État, amène donc le Mali aujourd'hui a une situation compliquée, complexe. Surtout que vous savez, c'est un grand pays des droits de l'homme. Ils ont la plus vieille charte, la plus vieille constitution 1200, du monde. Je crois 1919, de la charte de Manding, oui. pour la protection justement des droits de l'homme. On l'enseigne à nos étudiants. Mais on ne sait pas pourquoi un pays qui était une référence de démocratie, aujourd'hui est en train de piétiner du nez. On ne comprend pas. Vous savez, les institutions sont très fortes au Mali. On a, au niveau simplement de l'exécutif, du pouvoir exécutif, on a plus de 5 présidents aujourd'hui qui se sont succédés. Ça veut dire que les hommes ne sont pas plus forts de ce côté-là que les institutions. Donc cette ingérence, aujourd'hui avec les forces armées, les terroristes qui se sont impliqués, je pense que IBK est dans des situations très compliquées. Donc vous êtes également d'accord que jusqu'à preuve de contraire, comme le président Bandakani, il n'est pas tout blanc comme non, les gens. Il n'est pas tout blanc. On le voit, c'est vrai, il fait des propositions. Il a un peu un visage de Janus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'il veut céder le flanc, il veut négocier. Vous savez, j'ai regardé à quoi les images hier. Lorsqu'il y a une révolution, lorsqu'il y a un peuple qui se met en branle, il faut regarder un peu la qualité des personnes qui sortent sur les rues. Mais hier, j'ai vu des mamans qui portaient, des vieilles mamans qui portaient des pancartes pour indiquer que IBK doit démissionner. Et vous savez, on lui a fait une proposition sulfureuse, celle qui consiste justement à mettre en place un régime de type parlementaire où le Premier ministre sera un peu comme en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que lui, président de la République, il est pas comme une coquille vide, mais juste un rôle honorifique. Parce que normalement, tout se joue sur sa sortie. Où les Maliens sont partis là, je pense pour ma part que, enfin je ne suis pas défaitiste, mais je pense pour ma part que si rien n'est fait, si il ne lâche pas le flanc, ne lâche pas du lest, ce sera très compliqué pour lui parce que le président aujourd'hui, on se soucie, c'est comment sortir et comment bénéficier d'une garantie de sécurité. Et c'est ça la question aujourd'hui aussi au Mali. Justement, c'est également l'autre question. Président Bandakani Mahmoud Dicko préside, il faut le préciser également, le Haut Conseil islamique qui, il faut le dire, a son influence dans ce pays à 95% musulmans. Et on se pose bien sûr des questions avec ces femmes qui sortent dans les rues, ces mamans qui sortent dans les rues et bien sûr des propositions faites par IBK de faire, il faut le dire, un gouvernement d'union nationale. N'est-ce pas là encore une autre occasion peut-être d'affaiblir un peu plus le pouvoir de IBK? Le rôle du peuple, ce n'est pas de penser. Oui. Le rôle des populations qui manifestent, ce n'est pas de penser. Elles manifestent, il faut que les penseurs pensent. Et il faut que les hommes politiques fassent la politique. Tout à l'heure, je vous ai dit dans l'entente que le drame du Mali, comme de l'Afrique en général, c'est qu'il n'y a pas de classe politique. Comme il n'y a pas pratiquement une véritable classe intellectuelle digne de ce nom. Vous êtes d'accord avec intellectuel là? Comme il n'y a pas... Bon, je ne veux pas utiliser le mot de Simon, c'est un patriarche. Ces mots sont souvent très compliqués. Donc, comme il n'y a pas de société civile oui. et le pouvoir religieux, tout à l'heure, Mamadou Dicko est en train de créer l'exception. Parce que c'est rare de voir des hommes religieux depuis au moins 50 ans. Par le passé, il y a eu ça avec l'indépendance. On a vu des forces religieuses, des forces spirituelles embrasser le combat indépendantiste. On a vu des Massois, on a vu les Kibangui, on a vu des forces spirituelles dans les pays au Cameroun, tout ça et consorts, s'engager. Oui. Mais depuis 50 ans, on a rarement vu ça. Donc, on voit là un imam qui pose les véritables problèmes de son pays, qui est en train de donner une leçon aux hommes politiques pour leur dire, mais vous sortez même d'où?
Voici le vrai débat du pays. M. Diko dit, qu'est-ce que la France fait ici? Qu'est-ce que Barkhane fait ici? Il dit, l'enjeu, ce n'est pas de chasser Ibeka pour le remplacer par un autre Ibeka. Voilà ses mots. C'est ce qu'il dit. Oui. Il a compris le vrai problème de son pays. Donc l'enjeu, il est là. C'est la classe politique ou intellectuelle de nourrir la contestation populaire, de donner à celle-ci des perspectives qui sont au-delà de ce que j'appelle les enjeux domestiques de politica, qui n'ont aucune consistance. Et c'est le drame du Mali. Vous ne pouvez pas avoir une classe politique qui rêve d'avoir l'appartement à Paris, qui rêve tous les jours d'avoir un billet d'avion pour aller en France. Donc, voilà son projet. Je ne vais pas revenir sur le cas du président de la commission parlementaire qui a démissionné là. Il y a un président d'une commission de la défense au Parlement malien qui a démissionné là. Il est dans un scandale terrible. Mais voilà les hommes politiques africains. Voilà l'enjeu. Donc c'est clair, monsieur Ngos. Le point du Mali, c'est que sa classe politique, pour ne parler que d'elle, et sa classe intellectuelle n'est pas l'auteur de son histoire. Tout à l'heure, le docteur Ludon vous a convoqué l'histoire du Mali. Premier patrie à proclamer les droits de l'homme, longtemps avant la France. Je vais l'entendre. Longtemps avant les Lumières françaises. Au XIIIe siècle. Hein? Ben, longtemps avant les Lumières françaises, il y avait les Lumières maliennes. Justement. Donc les Lumières maliennes ont fécondé les Lumières françaises. Voilà un pays qui a un patrimoine historique et artistique les plus extraordinaires de l'humanité. Qui a une histoire politique extraordinaire en termes d'institutions politiques. C'est-à-dire que si la classe intellectuelle malienne voulait s'abreuver à la source historique du Mali pour produire les nouveaux concepts politiques, les concepts institutionnels, mais elle n'a pas besoin de voyager. C'est-à-dire qu'il faut bâtir un campus de sciences politiques au Mali. Ils n'ont pas besoin de lire Montesquieu, de lire Rousseau, Aristote. Ils ont leur histoire. Ils leur donnent tout ça. Mais comment vous expliquez que la classe politique malienne ne soit pas à la hauteur de cette histoire? Pourquoi? Il a posé la question, moi je vais essayer de répondre. En toute humilité. Mais la France, vous allez faire comment pour éviter la France? Qui a tué Modibo Keïta? On l'a tué pourquoi? Parce que le problème de France est face à la table. On l'a assassiné. On l'a fait remplacer par qui? Par un Soudan qui venait d'Indochine. Moussa Traoré. Qui ne savait même pas ce qu'il faisait là. C'est-à-dire, ce gars était peut-être cuisinier là-bas en Indochine, comme un certain Yadema. Respect pour son âme. Respect aussi à son fils qui est président. On n'a pas dit, je raconte l'histoire. Donc le gars était cuisinier en Indochine. Il se retrouve président d'un pays. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse là-bas? Ça, c'est la France. Et depuis l'avènement de Moussa Traoré au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, insécurité et instabilité. Pourquoi? Mais on va toujours rappeler ça, c'est le b.a.-ba de la géopolitique. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que, pourquoi les Occidentaux sont venus ici? Premièrement, prendre des hommes pour les s'enrichir. Après, les matières premières, dès qu'ils ont décollé avec ce qu'ils appellent l'industrialisation. Et depuis l'industrialisation, les matières premières, la base de l'industrialisation occidentale, c'est que les matières premières doivent être moins chères. C'est pas la technologie. Il faut dire ça aux enfants. Qu'on ne parte avec les portables, les gardiens. La base, c'est qu'il faut que les matières premières soient moins chères et accessibles. Donc, le principe est clair. Pour que les matières premières soient moins chères, vous ne devez pas avoir une classe politique qui soit capable de valoriser ces matières premières, d'en revendiquer le juste prix. Mais aussi simple que ça. Donc le Mali subit ça. Je vais vous expliquer l'enjeu d'Areva. Vous ne comprenez rien au Mali si vous ne comprenez pas la présence d'Areva et ce que Areva rapporte à la France. Il n'y aurait pas de chauffage en France si Areva n'existe pas. Or, Areva prend l'uranium, le kilogramme combien? Peut-être 10 000. Pour vendre au Japon à plus de 125 000 francs. Je vous dis, ce sont des prix ces prix-là sont même peu vieux. C'est-à-dire que la France vend l'uranium dans le marché international, elle n'a pas ça en France, elle prend ça où? Areva. Deuxièmement, vous avez l'enjeu du... Maintenant, avec le changement géopolitique mondial, la France, ça va chercher les Allemands. Et les Américains pour dire, mais venez, moi j'ai un ancrage historique, allons conquérir le Sahel. Vous savez que l'enjeu du Sahel est extraordinaire en matière d'eau, en matière d'électricité, d'énergie. Quand vous voyez les Français se vanter, là, l'Occident se vanter en disant que vraiment il faut l'économie verte. Ils font le bruit sur l'écologie là. Après avoir détruit la planète maintenant, ils découvrent qu'il faut réparer la planète. Je ne sais même pas où ils sont avec ça. Mais c'est pourquoi on compte sur le soleil du Sahel. Sans compter, c'est une nappe d'eau extraordinaire qu'il y a là-bas, en bas, au Sahel. C'est le Burkina Faso, tout à l'heure, vous parlez du Burkina Faso. Mais ce pays, les bombes tombent sur ce pays matin, me disent parce qu'on a découvert que c'est un gisement pétrolier extraordinaire.
Monsieur Rochebach, Christian Caboret, oui. je ne plains pas de son sort parce que lui-même c'est un autre, mais il a le fusil ici depuis très longtemps que donne tout ça. Donc le Sahel est à feu et à sang parce que les multinationales prédatrices qui ont pour cheval de Troie la France, dans le cas d'espèce, qui est même sous-traite en partie à l'État profond américain et aux illuminatistes qui ont tout l'argent du monde. Vous savez qu'il y a une famille sur Terre qui a 40% de la richesse mondiale. Pas quand on parle ici, Rothschild. Dites-moi comment c'est possible qu'une famille sur Terre ait 40% de la richesse mondiale. Mais patriarche, il faut nous expliquer ça. Hein? C'est toi le sage ici. Comment on peut expliquer ça? 40%, ils ont fait comment? Ils ne travaillent plus que les... Ils sont dieux, c'est comment? Ils sont tout doux. Des gens comme ça, des gens ont des banques centrales, les banques centrales sont leur propriété. La Banque de France, là, ça appartient à Rothschild. Et vous allez aux États-Unis, pareil, tout ça. M. Trump a en train de mener une bataille contre ces gens parce que la banque de la Fédérale Banque aux États-Unis. Mais c'est qui? Ça appartient à qui? Ben, il faut dire ces choses-là. Vous ne comprenez rien aux enjeux du Sahel, c'est-à-dire à la guerre qui est au Mali. Vous évacuez tout ça. Donc, finalement, quand c'est une classe politique, on vous dit, monsieur, ok, voici votre travail. Vous allez porter les belles vestes. Vous allez attraper les petites filles, comme ce monsieur qu'on a attrapé en villégiature, n'est-ce pas? En villégiature. Alors qu'il y a beaucoup à faire le Mali. Lui, il s'envoyait en l'air avec les petites filles, il jouait la vie, n'est-ce pas? On dit, voilà votre travail. Vous pouvez avoir 2 appartements à Paris. Et vous avez la citoyenneté française. Vous fermez les yeux. Ne vous mêlez pas de votre... Ça ne vous regarde pas. Pour comprendre ça, allez lire les anciens accords coloniaux que vous avez fait signer. Le sous-sol appartenait à qui? Allez lire. La contrepartie du France de la zone franc. Allez lire. Nos matières premières appartenaient à la France, qui en prenait comme elle voulait et faisait une écriture papier pour dire que, ok, ce qu'on a pris vaut ceci, en défalquant la protection qui nous a imposée. Secret défense qui nous a imposé, que personne ne leur a demandé. Ils nous facturaient ça. Donc ils prenaient nos matières premières pour rien. En Centrafrique, vous avez des accords qui disent que non seulement ce sol appartient à la France, mais le sol, et au-delà de 5 km sur le sol, tout ça appartient à la France. C'est signé, c'est écrit. Bokanda a voulu regarder ça, on a coupé sa tête. Donc, si nous venons ici faire des débats, et que nous, on va commencer à réciter les histoires d'élections à 2 tours, l'alternance, Ibekapa, l'autre type là, tout à l'heure, le docteur a dit qu'on l'a enlevé, c'est le Mansissi, et un autre vient le remplacer, sans poser sur la table les vrais problèmes, sans embrasser ce que M. Diko, l'imam, est en train de souligner. On va commencer à pleurer encore sur le Mali. À sortir justement de l'auberge. Mais comme ce n'est pas un problème seulement malien, je vais terminer par là. Parce que le sujet c'est un Sahel. Ça concerne l'Afrique centrale, ça concerne toute l'Afrique. Quel est ce continent qui va laisser toute la bande sahélienne dans les mains des étrangers? Vous avez vu ça où? A dit qu'on confie ça à la France, à l'Allemagne et aux Américains. Vous avez vu ça où? Mais c'est la fin de l'Afrique. Donc l'enjeu du Mali, quand on parle de ça, comme en Côte d'Ivoire, on va dire que non, vous ne voulez pas ivoirien. Il n'y a qu'en Afrique où on entend ça. Vous ne voulez pas ivoirien. Mais est-ce que le Cameroun peut laisser faire ce qu'il y a au Sahel? Ça va arriver ici. Si les Maliens sont le pays déstabilisé, ils vont voyager, ils vont arriver ici. Et c'est normal, ils sont en Afrique. Donc le problème du Malien, c'est le problème du Cameroun. Ça nous regarde. Donc il faut que les politiciens maliens là, les mentis politiciens là, qu'ils se réveillent un petit peu, se réveiller. Mais à défaut de ça, mais que l'imam là règle le problème. On ne va pas également oublier qu'il y a une belle communauté de Maliens, il faut le dire, au Cameroun, une belle communauté d'Ivoiriens également au Cameroun. D'ailleurs, il y a la communauté de tous les États africains sur le sol camerounais. Finalement, Simo, Mahmoud Diko est devenu le nouvel homme fort du côté du Mali. Peut-on commencer à présager qu'il sera le chef de l'État? Je ne sais pas ce qu'on met dans homme fort. Hein. Parce qu'en réalité, vous savez, moi, mon problème, c'est que quelqu'un qui va être chef d'État au Mali, qui fasse le bilan de la présence de Serval de Barkhane au Mali. Le résultat, qu'est-ce que ça a donné depuis qu'ils sont là-bas? La paix. On ne péronne pas sur les histoires de... Ça a donné la paix. Ah, la paix. Nous savons tous qu'à chaque fois que les militaires français, encore l'ONU se met, voilà, le casque bleu arrive sur le sol africain ou dans un sol quelconque, il n'y a pas de paix. Monsieur Ngosti, il n'y a que les Africains qui se font tondre le crâne en leur absence. Il n'y a que les Africains qui se font tondre le crâne en leur absence. Quand vous parlez de l'ONU, je ne sais pas si c'est l'eau qui est nue ou bien c'est... Je ne sais pas moi. Mais cependant, c'est une histoire où tous les pays africains devraient sortir. Parce que c'est un complot contre l'Afrique, oui, contre les Noirs du monde entier. Voilà, quand il a parlé d'une personne qui a 40% de la richesse du monde entier. Rothschild. C'est tout à fait normal. L'esclavage, pendant des siècles, sont eux qui en ont bénéficié. Tous les gens sont partout. Tous les pays africains
pour l'Amérique. Les Noirs ont travaillé pendant des siècles pour cette famille qui sont devenus aujourd'hui le pilier économique du monde entier. Et c'est ça qui... Et quand vous avez une telle domination, vous ne pouvez que utiliser des pantins dans les pays africains pour protéger votre richesse. Et là-dessus, comme j'ai dit tantôt, les intellectuels africains qui sont par exemple des prostituées économiques, spirituelles C'est pas l'intellectuel. Ah, ça, je ne sais pas. Je désigne personne. L'auteur n'est pas l'intellectuel. Je n'ai pas désigné quelqu'un, j'ai dit intellectuel. C'était pour lui dire bonjour. Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'a pas enlevé tous ces gens-là, et c'est le peuple souverain qui doit le faire, c'est pas la France. C'est le seul problème aujourd'hui. On peut raconter tout ce qu'on veut. Tant que vous avez votre porte-monnaie entre la poche de quelqu'un d'autre qui dirige votre famille, vous ne pourrez jamais rien faire. Aujourd'hui, c'est ça, la première bataille. C'est la libération totale de l'Afrique sur le plan monétaire d'abord, parce que c'est ça le problème. Je vais parler tantôt de 8000 soldats français en Afrique. Si la France devait les payer... Seulement 8000 Oui, non, je le dis, vraiment, je peux donner des chiffres dans chaque pays. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le débat. Si aujourd'hui, la France devait payer ses soldats... Bah quand avec ça. Si la France devait payer ces Français en euros, ils devaient trouver l'argent où? Ils n'ont ni pétrole ni rien. Ils vendent que le vent. Donc c'est l'Afrique qui est leur ressource. Et il faut, pour se sortir de cette histoire, raconter tout ce que vous voulez. Tant que c'est le voisin qui a votre porte-monnaie pour donner à manger à votre femme, vous n'êtes rien dans la maison. Vous êtes nuls. Aujourd'hui, l'Afrique est nulle parce qu'ils ont des sous-préfets qui sont à la tête des États et ils font tout et tout pour maintenir ce sous-préfet à cette place. Il faut que la nouvelle génération se lève comme un seul homme pour dire non, on ne peut plus. Oui. Vous savez, quand on parle du Mali, le Mali, c'est la première université du monde entier. Les gens semblent l'oublier. On a tout fait. Et vous savez que c'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire. On a écrit des histoires qu'on a mis à la disposition des Africains. Et aujourd'hui, on récite, comme malheureusement en Afrique, il y en a qui ont été en classe et d'autres à l'école. Ceux qui sont restés en classe, ils passent tout le temps à réciter ce qu'on a dit depuis jusqu'à l'université. Excusez-moi, docteur, c'est pas de vous qu'il s'agit. On appelle certains des docteurs des professeurs, mais quand vous voyez ce qu'ils lisent, ils passent tout le temps à réciter Descartes ou bien Descartes ou tout ça là. Les cartes Descartes, je ne sais pas, les Rousseau, tout ça. Les négrophobes, ils récitent, ils s'adiment par inventer les négrophobes. Et c'est extrêmement... Quand je vis ce genre de gens et qu'on les appelle des intellectuels, je suis inquiet. Parce qu'en réalité, c'est des intellectuels et c'est des prostituées intellectuelles. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais été à l'école, ils ont été en classe. Parce qu'ils continuent à rester. Même après, avec 20 doctorats, comme ils appellent. Je ne sais pas à quoi ça veut ces doctorats. Si ce n'est pas pour faire des recherches, pour libérer l'Afrique, je ne sais pas à quoi ça sert. Il faudrait donc que les Africains rentrent à l'école. L'école de recherche. L'école, ce n'est pas la classe. Il y a une différence entre la classe et l'école. Donc, il faudrait que les gens rentrent à l'école pour faire des recherches. Par exemple, tous ces gens qui se disent docteurs et qui passent tout le temps à rester, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont restés en classe. Malgré leur diplôme, même que tu es chef d'État, tu récites. Ça veut dire que tu n'as pas été à l'école. Non, l'Afrique doit se ressaisir et changer le paradigme pour pouvoir évoluer. Sinon, on a encore du temps à mettre pour comprendre les vrais enjeux socio-économiques et politiques. André Christelle Fanga, pour que la France quitte l'Afrique, ce n'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, pour certains Africains, ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut mettre tous les efforts dans la bataille. Ben, écoutez, je crois que dans une bataille, il y a différentes armes qu'il faut utiliser. Il y a différentes technostructures à mettre en valeur. Vous avez la technostructure militaire, la technostructure spirituelle, la technostructure économique, politique. Vous avez la technostructure éducationnelle que vous devez mettre culturelle même à la limite. Toutes ces technostructures-là doivent contribuer pour la libération d'un peuple. Mais si vous avez un peuple qui, d'abord, l'une des premières technostructures qui domine et qui permet aux gens d'être prisonniers ou bien d'être pris en esclavage, c'est la technostructure spirituelle. Si des gens vous avez qui sont emprisonnés dans une chambre noire, on leur dit que non, c'est quand tu pries ici ou bien quand tu fais des ici là que tu auras de résultats, alors tu es
déjà perdu. Vous comprenez que vous avez déjà perdu la bataille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont apparentés à l'Occident à cause de leur appartenance spirituelle à certaines choses. Vous comprenez un peu. Donc, ça permet de vous canaliser, de vous focaliser et de ne jamais mal parler, parce que vous ne verrez ces gens nulle part mal parler de la France, parce que quand même, quand le grand maître de la loge de France va vous appeler, mais écoutez, vous serez à genoux. La preuve en est, tous sont des prisonniers spirituels avant d'être des prisonniers naturels et physiques. Donc, vous comprenez qu'on a un combat important à lutter, et tous notre lutte est d'abord spirituelle. Parce que si il fallait aller avec nos propres forces, avec nos propres intelligences, avec tout ce que nous avons, nous serons déjà enterrés depuis longtemps, parce que on ne peut pas compter des invocations démoniaques et sataniques que ces gens font dans leur loge pour qu'on meure. Vous comprenez un peu, sans encore les marabouts qu'ils achètent un peu de partout pour nous tuer un peu de partout, mais ils n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Parce que notre combat est dans la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est Jean 3, le verset 32. Vous comprenez un peu? Oui, parce que si un seul instant vous ne connaissez pas la vérité, et la vérité, c'est que nous ne sommes pas rentrés dans notre histoire, nous les Africains. Si nous entrons dans notre histoire, nous allons découvrir, d'ailleurs tout à l'heure on est en train de magnifier la constitution malienne, vous comprenez un peu, des années du XIIIe siècle. Nous avons des choses importantes que nous avons apprises. Ce n'est pas l'Occident qui nous les a apprises, vous comprenez un peu. Nous n'avons pas appris ça des écoles occidentales. C'est inné en nous, c'est en Afrique. D'ailleurs même, nous avons quelque chose à apporter à l'humanité. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le panafricanisme, c'est quelque chose de très important pour l'humanité tout entière. La valeur de l'homme, mettre l'homme au centre de tout. Parce que c'est ça l'essence du panafricanisme. Est-ce que l'homme peut manger à sa faim? Est-ce que l'homme peut se soigner comme il faut? Est-ce que l'homme peut dormir dans une couette décente? Voilà le projet du panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme où les Rothschild veulent avoir le contrôle de tout le monde et veulent davantage avoir, même si tu manges, il faut que c'est lui qui donne l'ordre pour que tu manges. Donc vous comprenez que le combat est tellement fort qu'il faut... Très rude d'ailleurs. Très rude, et il faut des valeurs pour y arriver. Parce que vous n'allez pas me demander à un homme qui va avec un autre homme de faire ce combat. Il a appris ça où? Dans la Bible. Non, ce n'est pas dans les Saintes Écritures, c'est ce qu'il a appris de l'autre côté. Donc vous comprenez qu'en réalité... Pessimo. Il n'est pas un livre comme ça. Allez-y. Il t'embête. Non, vous comprenez un peu. Donc il y a des batailles assez sérieuses à mener. Vous comprenez un peu. D'ailleurs, j'ai très apprécié tout à l'heure l'intervention du président Bandakani quand il a commencé à convoquer des grands hommes religieux qui ont décidé de se mettre dans cette bataille-là. Quand on vous rappelle des kibanguistes de Kiba, qui a fait des déclarations, qui a dit des choses terrible par rapport à l'occupation étrangère dans le Grand Congo, dans le Grand Congo, oui. Dans le Grand Congo, parce que c'était encore le Grand Congo à l'époque. Donc, quand vous avez des déclarations et qui s'avèrent aujourd'hui être réelles et qui sont en train de se réaliser, quand nous voyons un imam, parce que je ne regarde pas l'imam à cause de sa religion, mais je la portée spirituelle de ce qu'il porte, vous comprenez un peu, la portée spirituelle de la charge qu'il a pour défendre les intérêts de son Mali, vous comprenez un peu. Et nous avons plusieurs comme ça qui ont cette charge spirituelle, et c'est peut-être nous aussi cette charge spirituelle aussi qui a été déposée en nous pour libérer justement le continent, pour dire aux Français, assez c'est assez, vous avez trop fait, vous nous avez violé, vous nous avez volé, vous continuez, parce que Orange, ce qu'il fait là, c'est toujours le vol et le viol. Vous comprenez un peu? Parce que même arrive à ce qu'il fait là, c'est toujours le vol et le viol. Donc il continue à nous violer, il continue à faire des choses, et je m'étonne même pourquoi on continue à utiliser des choses françaises au Cameroun ou bien partout dans ces États. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement commencer le boycott ici également. Boycotter tout ce qui est français. Ça, il faut se le dire clairement. Boycotter. Même les livres français, on ne sait pas pourquoi on continue même à parler français. Même la Bible, il faut boycotter. La Bible n'est pas française, monsieur Simo. Ne confondez pas les choses. Rome est en train de changer la Bible. Rome est en train de changer leur livre, monsieur Franga. C'est leur livre. Mais si on vous comprend parfaitement, ça c'est Rome. Ils n'ont pas changé les traditions. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous comprenez que le combat est rude. Oui. Le combat est à plusieurs dimensions. Et nous allons y arriver. Parce que si les grands seigneurs de l'Afrique, vous comprenez un peu, ont
plus implémenté des stratégies qui ont porté. Vous comprenez peu? Parce que la France, pour qu'elle gagne une Coupe du Monde, il faut qu'elle vienne se faire référer au Sénégal. Suivez mon regard. Pour que la France puisse... Vous souvenez de Mamadou Gassama, ce jeune malien, sénégalo-malien. Je sais pas, il doit être malien. Sénégalais. Qui allait sauver un enfant devant les vieux Français. Les Français étaient là. Mais qui a bravé des étages pour arriver à sauver un enfant. Vous comprenez que l'Afrique sera toujours au secours de la France. Mais que cette France ne continue plus à nous mépriser. Nous allons lui montrer que nous avons combattu pour vous. Et le sang des Africains qui a coulé pour vous sauver est en train de parler contre vous. Et c'est la fin de la France avec ce petit Macron, qui est venu qui veut nous donner des leçons alors qu'en réalité, nous avons beaucoup apporté au monde. Merci beaucoup pour ce coup de gueule également. Je vais me tourner vers le docteur Essoba. On n'a pas d'un incident diplomatique. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas d'un incident diplomatique. Messieurs, plus que 8 minutes pour sortir de cette édition. Comme j'aime souvent terminer avec l'édition de DBS Matin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je pense que la CEDEAO a fait une proposition qui consistait justement au président Ibeka de convoquer une instance de négociation et de mettre en place un gouvernement de transition. Bien, c'est une option, mais moi je pense que le problème qui est posé de manière criarde, c'est qu'il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de sécurité et il y a un problème de démocratie. Parce que quand nous prenons le premier point, le problème de sécurité, on se rend compte que Ibeka, lors de la campagne, lors des différentes campagnes qu'il a menées pour être président, il a promis aux Maliens de leur ramener la paix et la sécurité. C'est ce qui a justifié qu'il soit élu de cette manière. Par les populations. La population avait oublié il faut aussi le dire, cette population est fortement analphabétisée, parce que les gars ne sont pas trop intelligents de ce côté-là. Alors, ils avaient oublié, cette population a oublié que la théorie du mandat impératif est nulle. C'est-à-dire que le président viendra, celui qui veut bénéficier de vos suffrages viendra vous dire, écoutez, portez-moi à la tête de la présidence, je viendrai vous faire ceci. Il vous remplit des promesses, et une fois qu'il a le statut, attention, il n'est plus obligé de venir, mettre sur le terrain de la pratique toutes les promesses dues. Ce qui peut nous justifier aujourd'hui cette haine. Et autre chose, on se rend compte que il y a le chômage qui devient de plus en plus grandissant au Mali, et la prospérité économique est en train de piquer du nez. Ça fait de sorte que ce problème-là s'ajoute à cette démocratie qui est en train de véritablement prendre un coup de ce côté, où justement on se rend compte que la Cour constitutionnelle n'a pas véritablement joué son rôle de régulateur du processus électoral. Donc tout ça réuni, cela m'amène à croire et à dire fermement que Ibeka, justement, est sur une pente raide. Donc, où nous sommes, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je pense que si je serais à sa place en tant que démocrate, je pourrais accepter la formule du type parlementaire. Parce que si, aujourd'hui, quand on regarde la pression et surtout la nature des manifestations de ce côté-là, on se rend compte que le peuple est désormais décidé de le voir démissionner. La preuve, ce n'est pas comme au Cameroun. Là-bas, toute l'opposition a mutualisé ses forces pour justement dire au président, écoute, l'option qui te reste à faire, c'est de démissionner. Bon, peut-être le Mali espère qu'après Ibeka, ils auront un personnage providentiel qui viendrait justement leur apporter tout le... Je ne sais pas, ça dit que... qui viendra résoudre toutes les questions de sécurité, d'employabilité et bien d'autres. Donc, c'est pour dire quoi, Stephen Goss? Retenons simplement que le Mali nous parle, et le président l'a dit, et le Mali nous parle. D'abord, il faudrait donc que nos dirigeants sachent que quand ils ont bénéficié des suffrages du peuple, qui est la source souveraine du pouvoir, ils doivent se mettre au service du peuple. Et aujourd'hui, on se rend compte que les éléments qui structurent le principe de la démocratie sont en train d'être dévoyés. Vous voyez, aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, la démocratie, ce n'est plus cette définition d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Non, aujourd'hui, quand on parle de la démocratie, c'est justement cette majorité qui gouverne, qui dirige sous le contrôle de l'opposition avec l'arbitrage du peuple. Et quand le peuple maintenant se rend compte que le dirigeant en qui il a cédé ce suffrage n'arrive plus à leur apporter
les moindres conditions qui débouchent à l'amélioration de leurs conditions, ça devient assez compliqué. Et justement, ça devient tout simplement la colère. Président Bandakani, Mahmoud Dicko était un allié de poids pour Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il est devenu son adversaire. Alors, je crois que pour enrichir ce qu'a dit le docteur Luison, que j'ai salué, hein, merci. j'ai eu le tour de mes amabilités, mes civilités. Pour poser le problème du Mali de manière globale, il faut enrichir ce qu'il a dit avec la perspective anti-impérialiste. C'est-à-dire que les problèmes de gouvernance, les problèmes de démocratie et de sécurité au Mali ne sont que les conséquences de l'impérialisme français, de l'impérialisme global. C'est-à-dire que la démocratie en Afrique, qui est une exigence, même de la modernité africaine, parlons comme ça, n'a pas de contenu si elle est incapable d'embrasser les questions de la libération du continent. C'est-à-dire que les démocrates maliens, là, ils se battent pourquoi pas. Bon, on va prendre l'argent pour bien gouverner le Mali. On va prendre l'argent. Vous avez une population nombreuse qui est en exponentialité démographique, ce qui est une bonne chose pour nous les Africains, que Bill Gates a se suicidé, c'est une bonne chose pour nous les Africains, qui est en exponentialité démographique, mais dont les ressources sont confisquées. L'État malien va prendre l'argent où? Il faut qu'on prenne l'argent là où? Maintenant, si la classe politique malienne n'est pas capable de dire aux Maliens comment on va chercher l'argent, que notre argent est ici, nous avons des richesses, c'est de l'argent, comment on convertit ça en argent? Eh bien, ces débats-là, quand vous le mettez sur la table, vous aurez en face de vous la France, vous aurez en face de vous les Rothschild, vous aurez en face de vous la prédation internationale. Donc les débats sont là. Donc je suis en train de reprendre à mon compte ce qu'a dit le docteur en disant ça d'une autre manière. On vous comprend les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, de démocratie en Afrique sont des problèmes de libération. C'est-à-dire qu'il nous faut définir des schémas économiques novateurs, mais on ne va rien faire d'autre. On va pas inventer la roue. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Il faut détruire le franc CFA. Je termine. Il faut détruire le franc CFA, détruire les coûts. Que le sorcier là est en train de venir imposer. C'est pas encore implémenté. Non, tout ça, tout ce qui est au Mali là, il y a les codes dedans. Il y a les codes dedans. Monsieur Macron veut un deuxième mandat, il y a les codes dedans. Vous voulez peut-être vous signer. Il faut détruire les codes. Il faut que les ressources du Mali soient vendues à un prix qui permet de renflouer les caisses de l'État malien et que celui-ci partage sur la population. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, je dis. IBK n'est pas défendable. Moi, je ne le défends pas. Donc, s'il reste là, tant mieux. Il part, je m'en fous. Population analphabétisée. Oui, le docteur a dit quelque chose tout à l'heure. Terminons, hein, parce que le temps nous est imparti. Je voudrais rappeler que les Maliens ont marché il n'y a pas 6 mois pour demander à la France de partir du Mali. Ouais. Elles étaient très nombreuses dans les rues. Vous savez ce qui s'est passé? D'abord, aucun homme politique malien n'a pris ça en charge. Docteur. Aucun. Oui, je dis, aucun leader politique malien. Il n'y a qu'un député qui a pris. Ils ont dit non. Ils ont dit que vous êtes des salopards, vous qui marchez là contre la France. Vous êtes des salopards. Et M. Macron est sorti pour dire que je demande au président de la sous-région de m'expliquer pourquoi les Maliens sont contre la France. Écoutez bien. Aujourd'hui, pourquoi les hommes politiques là maintenant sont en phase, disait-il, avec la population malienne? C'était pas le même qui marchait l'autre jour pour que la France se parte. Pourquoi la classe politique malienne n'a pas fait corps avec le peuple français? C'est le paradoxe. Vous répondez à cette question, vous allez comprendre le problème du Mali. Je l'ai dit, je répète, que l'imam Dicko là, vraiment, qui continue à prendre un bâton de pèlerin, à sensibiliser son peuple, peut-être de là sortira un jour des hommes politiques qui soient à la hauteur du défi. Messieurs, cette émission est terminée ce matin. Oui, Simo, votre mot de fin, c'est terminé, c'est fini. C'est pas la fin, j'aime pas fin. C'est la fin de l'émission ce matin. Il faudrait qu'on se dise une chose. Oui. On ne peut pas être tout le temps à réciter ce que l'Occident a mis en place. Démocratie, alternance, tout ça là. Rester dans les versets bibliques et dire qu'on va changer l'Afrique. Je dis sortons de la classe pour aller à l'école. L'homme est en train de dire qu'ils vont changer la Bible, leur livre qu'ils ont écrit, parce que leurs intérêts ne correspondent plus. Monsieur Fangaki, le pasteur, demain il va rester quel verset quand Rome va changer? Le même verset. Ne vous inquiétez pas. Bref, voilà ce qui va se passer. La solution aujourd'hui, le peuple malien ne peut pas chasser les Français et continuer à payer, à donner de l'argent aux Français à travers les sociétés françaises au Mali. Merci beaucoup. Boycotter le produit français. Oui. Chasser les bases françaises, fermer les ambassades françaises au Mali et ils vont nous foutre la paix parce que c'est là où sortent les armes et les munitions pour combattre la population. André Guissé Fanga, votre mot de fin.
Je voudrais dire à monsieur Simon, n'est pas libre. Jean, Non, 8, on n'est pas venu. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset Oui, c'est normal, c'est un 32. pasteur, il faut qu'il finisse. Terminons. Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira. affranchira. Merci beaucoup, Et la messieurs. vérité, c'est que Toi-même, tu as dit quoi? nous sommes encore esclaves dans certains domaines. Il Comme faut tu es un nous espace libérer. spirituel. Merci beaucoup, André Kissefanga, d'avoir été là ce matin. Père Simon, merci également d'avoir été là. Président Vadakali, merci également à vous. Et le professeur, non, le docteur Essouma Luisson, enseignant à l'université de Douala, oui, parce que jusqu'à preuve de contraire, on tire chez lui ces derniers temps. Hein. Pendant que les autres sont en train de progresser, lui, on le piétine encore un peu plus. Mais il faut que demain après-demain soit professeur, lui également. Il est dans la vérité, il n'est pas dans les sectes ésotériques, nous le savons pertinemment. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS ce matin. N'oubliez surtout pas, certaines personnes sont comme des pièces de monnaie, deux faces et aucune valeur. Si vous vous étonnez encore des hommes, c'est que vous avez oublié qu'ils sont des méchants. À demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.